Je passe la parole à Agnès. On est à pratiquement tout dit. Hein. Oui, c'est vrai que quand nous avons choisi ce thème des services publics, hein, de la privatisation des services publics, on ne savait pas que les gilets jaunes, qu'il y aurait un mouvement de gilets jaunes qui mettrait cette question sur le devant de la scène à nouveau, avec le problème de l'ISF aussi. Et tout ça avec en toile de fond les inégalités qui s'accroissent. Surtout quand on sait qu'il y a par exemple 23 personnes qui possèdent autant aujourd'hui que 3,5 milliards d'êtres humains. Et donc on va dans ce film Catastroïka va traiter effectivement de ce qui arrive. Alors ils avaient fait un premier film qui s'appelait Deptocratie, qui avait été financé avec une participation du public grec. Et ils avaient financé ce film sur un budget de 8 000 €. Et ils ont eu un peu plus. Et en fait, donc il est sorti en 2011. Et Catastroïka, autant Deptocratie traitait de l'origine de la dette grecque et les développements, de comment on était arrivé là. Autant Catastroïka traite au contraire des conséquences et de l'avenir, donc après ce qui s'est passé. Et donc dans un premier temps, d'abord moi je tiens beaucoup à remercier, je ne sais plus son nom, Léonidas qui est le scénariste de ce film, parce qu'il a accepté de participer donc à cette soirée un petit peu au pied levé. Et donc il interviendra vers 10h30 sur Skype. Et puis, avant, donc, nous allons avoir Bernard Friot, qui est professeur émérite, qui est un sociologue, économiste, et qui enseigne, qui est maître de conférence à l'université Paris-X-Nanterre, et qui a beaucoup parlé, a beaucoup écrit d'ouvrages, notamment sur ce qu'il appelait le salaire universel, et il vous parlera de l'importance du statut de la fonction publique. Donc, je crois que je vais abréger là, et puis bonne soirée, et à tout à l'heure pour le débat. Oui. Et enfin, c'est un film qui est assez exigeant et qui demande une attention soutenue, donc c'est un film qui peut être vu plusieurs fois. Il est disponible, je crois, sur YouTube, si vous avez manqué des choses ou qu'il y a des choses que vous voulez revoir, parce que c'est pas évident en une première vision. Alors le débat, nous, il porte pas sur la Grèce dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc tout à l'heure, nous allons contacter par Skype le scénariste de ce film, et vous pourrez poser des questions sur la Grèce maintenant, enfin dans le cadre de ce film. Mais dans un premier temps, on va avoir un débat avec Bernard Friot, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. La question qu'on s'est posée, nous, à part de ce film, c'est serons-nous soumis au régime grec, nous-mêmes, français? Et je pense que vous avez pu voir dans ce film que c'est assez complexe, que c'est étroitement lié à la démocratie, l'idée de service public, l'idée d'avoir des biens communs auxquels on a accès de façon égale, où on est tous égaux devant l'accès aux services publics, quels qu'ils soient, donc que ce soit les hôpitaux, que ce soit la police, que ce soit la justice. Enfin, c'est des choses fondamentales. On a vu que là, enfin c'est pas très nouveau, depuis surtout les années 80, la privatisation n'a cessé d'avancer, et on voit que là il y a une politique qui est mise en place qui vise à accélérer les choses très fortement. On l'a vu avec la SNCF l'an dernier, et on parle de privatiser encore, notamment ce qui rapporte de l'argent à l'État, c'est-à-dire la Française des Jeux, les aéroports. Voilà, et ça risque d'aller à vitesse accélérée. Donc voilà, le débat il va porter là-dessus. On nous répète très souvent que la raison pour laquelle on doit privatiser, on n'a pas le choix, c'est inéluctable. Alors d'une part que c'est l'Europe qui l'exige, mais enfin ça c'est pas un argument en soi, mais que l'État n'a plus d'argent. On ne cesse de nous dire en gros que l'État n'a plus d'argent pour financer les hôpitaux, pour financer les écoles, pour financer les universités, etc. Et ce qui sera intéressant de voir avec Bernard Friot, c'est est-ce vraiment la vraie raison? On peut se poser la question quand on voit que le premier geste du président, c'est d'en finir avec l'ISF, c'est de se couper d'une source d'argent conséquente, que
les tranches d'impôt sur le revenu n'ont cessé de se ramasser, ce qui fait que les plus riches payent finalement très peu de plus que les salaires moyens. Bon, il y a vraiment une politique d'une manière générale qui donne beaucoup d'argent d'ailleurs aux plus riches. Non seulement leurs impôts ont fortement baissé, mais en plus une grande partie des impôts leur retourne via via notamment les entreprises et les entreprises du CAC 40. Donc la question se pose de savoir quelle est la vraie raison de cette privatisation. Est-ce que vraiment c'est pour faire des économies pour l'État? Et je crois que ce qui sera intéressant, c'est de voir que Bernard Friot a peut-être d'autres éléments de réponse à cette question-là. Voilà, on peut y aller, si tu veux, Gérard, établir la connexion. On rappelle que Bernard est dans les montagnes. Oui, le connexion... La connexion ne sera pas forcément facile, mais voilà, on va essayer. C'est fait là. Bernard, Oui, bonjour. m'entends-tu? Ah, tout à fait. Bon, je vais devoir baisser un petit peu le son parce que je l'ai forcé un peu trop là. D'accord. Voilà, est-ce que tu m'entends toujours bien là? Je t'entends bien, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, je t'explique un petit peu les choses. Tu nous entends bien, mais c'est difficile de nous voir parce que pour te voir toi sur l'écran, nous sommes obligés d'éteindre la salle. Alors, tu dois voir actuellement sur la webcam, tu vois pas, parce qu'elle n'est pas en route, donc je vais arranger ça le plus vite possible. Elle ne s'est pas branchée. Attends, là j'ai juste un petit truc à mettre au point. Alors, voilà, paramètres. Tac. Voilà. Ici, je mets l'autre. Ça y est. Ça y est, tu dois voir apparaître la salle. Ah, je ne vois rien, mais... Voilà. Tu Voilà. vois actuellement. Donc, je te montre. Tu as l'écran où tu apparais. Et là, nous avons le bas de l'écran. Très bien, parfait. Et au-dessous de moi, puisque je suis au balcon, eh bien, si je bascule la webcam, tu dois voir, pas très bien, mais on t'éclairera la salle tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de monde ce soir qui est venu t'écouter. Et donc, en même temps, je m'adresse à la salle. Pour poser des questions à Bernard Friot, je vous demanderai, comme nous l'avons fait d'autres fois, de vous déplacer vers la zone lumineuse au bas de l'écran, de manière à ce que Bernard puisse vous voir au moment où vous posez la question. Voilà, il suffira de vous retourner vers le balcon où se trouve la webcam. Voilà, voilà. Donc je te laisse dans de bonnes mains, c'est-à-dire dans les mains d'Agnès, qui t'a contacté et qui va animer le débat avec toi ce soir. Oui, alors... Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, je disais à l'instant, on a vu ce film Catastroïka, donc qui montre divers exemples de privatisation des services publics à travers le monde, et en particulier évidemment le cas de la Grèce. Et on voit que derrière une idéologie qui prétend que le privé est plus efficace que le public, il y a eu une volonté donc, de dégradation des services publics pour faire accepter cette privatisation. Mais on a vu, à travers l'exemple notamment russe ou d'Allemagne,
l'Allemagne de l'Est que c'était un moyen en fait de mettre la main du secteur privé pour mettre la main sur un public captif des entreprises, enfin du secteur public. Je disais aussi que très souvent on nous a donné l'argument que c'était pour des raisons de coût. L'État n'avait plus d'argent pour assurer le service public efficace et que donc le service privé serait plus efficace. Je pense que la France est un petit peu un cas particulier dans l'attaque qui est faite systématiquement des services et du secteur public, et j'aurais voulu avoir votre vision, votre point de vue sur ce sujet. Merci. Pour démarrer un débat, je fais deux propositions, disons. D'une part, tant que les groupes capitalistes ont disons, la maîtrise de la production marchande, pas forcément le monopole, mais enfin la maîtrise de la production marchande, il est illusoire de penser que des services publics peuvent faire contrepoids. La seule issue, c'est que la bourgeoisie capitaliste perd de la main sur la production marchande, parce que tant que c'est elle qui tient la production marchande dans ses mains, elle exerce un chantage sur la société permanent, elle prend en otage la société, d'autant que la production marchande étant l'occasion de la monnaie et de sa distribution, c'est sûr que tant que la production marchande reste dans les mains du capital, les services publics sont en permanence combattus, bien sûr, mais sont aussi utilisés comme vache à lait du capital. Aucun groupe capitaliste en France n'existerait sans service public, sans marché public. S'il n'y avait pas le marché public de la santé, grâce au service public de la production de soins, Sanofi n'existerait pas, mais Bouygues et tant d'autres n'existeraient pas s'il n'y avait pas des services publics. Donc c'est ambigu un service public. Dans une société capitaliste, son sens ne peut être offensif que s'il est d'abord vécu et présenté comme de la production publique et non pas comme de la dépense publique. Tant que nous acceptons le terme de dépense publique, dépenses d'éducation, dépenses de santé, dépenses diverses et variées, nous acceptons la définition capitaliste de la production qui fait que tout ce qui n'est pas en valeur de capital n'est pas de la production, et donc nous nous mettons en difficulté pour organiser une socialisation de la valeur dans l'impôt ou dans la cotisation sociale, qui sont les deux façons de financement d'une alternative à la logique, à la production capitaliste. Eh bien, nous ne sommes pas en mesure de le faire. On voit bien depuis 40 ans, nous sommes pratiquement tétanisés collectivement, je parle à gauche en particulier, sur la question de la hausse de l'impôt ou de la hausse du taux de cotisation. Parce que nous ne voyons pas comment augmenter de la cotisation ou de l'impôt qui finance une dépense, donc une cotisation et un impôt qui sont vécus comme une ponction sur la valeur produite dans la sphère marchande. Il faut d'abord commencer par sortir de ces représentations fautives. Les services publics ne sont pas viables tant que la production marchande reste capitaliste. Deux, pour que nous puissions généraliser ce que nous avons fait dans les services publics à toute la production marchande, généraliser ce que nous avons fait, mettons, pour la production de soins
à la production d'alimentation. Dieu sait si c'est très important de sortir l'alimentation de l'agrobusiness, mais à la production de transport. Dieu sait si c'est urgent de sortir le transport de la logique capitaliste. Tant que nous posons que les services publics sont une dépense, nous sommes évidemment sur la défensive. C'est pour moi les deux points centraux pour lesquels je propose de démarrer le débat, c'est les services publics sont un outil utile dès lors que nous les posons comme de la production publique et que nous avons comme ambition d'étendre cette logique à toute la production sans exception. Et je pensais aussi à votre... vous avez fait beaucoup de travaux sur le statut de la fonction publique et l'intérêt qu'elle présentait justement et qui explique aussi que les politiques et les multinationales, les patrons attaquent tellement le statut de la fonction publique. Qu'est-ce qu'il présente de particulier qui interfère tellement avec les intérêts du privé? Oui, vous avez raison d'insister sur la fonction publique, parce qu'il peut y avoir des services publics sans fonction publique. Et l'intérêt de la situation française, mais pas que, une grosse partie de l'Europe bismarckienne, disons, c'est d'avoir construit une fonction publique dans laquelle les travailleurs sont libérés du marché du travail, puisque ce n'est pas leur emploi qui est le support de leurs droits. Dans le privé, c'est l'emploi qui est le support des droits, c'est l'emploi qui est le support de la qualification et donc du salaire, et si on n'a pas d'emploi, on est au chômage. Alors que dans la fonction publique, ce n'est pas l'emploi qui est le support des droits, c'est la personne même à travers son grade. C'est une invention particulièrement passionnante qui, là aussi, doit être généralisée. Encore une fois, un service public n'a de sens anticapitaliste que s'il est animé par de la fonction publique, c'est-à-dire par des travailleurs qui sont libérés du statut capitaliste du travailleur. Le statut capitaliste du travailleur, c'est un individu libre sur le marché et soumis aux aléas du marché du travail ou du marché des biens et services s'il est indépendant. Donc, un service public n'a de sens anticapitaliste ou de sens communiste, puisque anticapitaliste est un mot vide, ou post-capitaliste des mots vides. Je pense qu'il faut mettre le mot communiste sur la chose. N'a de sens communiste, c'est-à-dire de dynamique de passage à l'après-capitalisme, que si il est animé effectivement par des personnels libérés du marché du travail, et qu'on propose là aussi que tous les personnels de toutes les entreprises soient libérés du marché du travail, c'est-à-dire soient titulaires de leur salaire, comme le sont les fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et peut-être, comme je vous l'ai dit, le mieux c'est pour que Bernard Friot vous voie, c'est de se placer dans l'éclairage. Dans l'éclairage? Voilà. Oui, bonsoir. Je m'appelle Eric et je suis nouveau Lorguet. Non, carrément ici. Ouais. Voilà. Vous me voyez? Non, Il faut se tourner vers... Ça va être gênant, là. Merci. Comme ça, vous tournez dans le dos, c'est parfait. Puis Voilà, vous adressez je tourne le dos. aussi aux autres spectateurs, ce qui est super. Merci beaucoup. Oui, j'ai bien aimé votre postulat de départ sur la valeur marchande. Alors, mon problème, c'est que je ne vous entends pas. Ah, vous m'entendez pas? Il faut. Donne le micro Non, pour j'ai l'instant. pas de micro. Peut-être celui-là est meilleur. Changer pour l'instant. Oui, rebonsoir. Vous m'entendez? Tout à fait, oui. Oui. Donc j'ai bien aimé votre postulat de départ. Postulat de départ, il parle de la valeur marchande. Et le problème de la marchandise, c'est qu'actuellement nous sommes mondialisés. Donc j'ai du mal à comprendre effectivement comment on va pouvoir faire quelque chose en France à partir du moment où tout est marchand et tout est mondial. Voilà, Alors, simple question. Merci beaucoup. Tout n'est pas marchand, puisque même dans les règles de la comptabilité nationale, à peu près le tiers du PIB est non marchand. Parce que si nous pensons, nous exprimons hélas en termes de dépenses publiques, les comptables nationaux considèrent que l'administration produit, qu'il y a une production d'éducation, une production de santé, etc., etc.
Ça représente le tiers du PIB. Et quant à la production marchande, dont il faut qu'effectivement nous conquérions la souveraineté, le coût du capital, hein, quand on prend simplement les intérêts des emprunts et les dividendes, ça représente 15% des prix marchands. Donc si on se débarrasse du coût du capital parce qu'on en aura fini avec ce parasitisme, nos prix seront plutôt très très compétitifs à l'international. Quant aux accords internationaux qu'il faut passer dès lors qu'il y a une division internationale du travail nécessaire, nous ne produisons pas tous les biens que nous souhaitons consommer, nous n'avons pas toutes les matières premières nécessaires, etc. Bien, un pays qui aura retrouvé la souveraineté, conquis plus exactement, parce qu'aucun pays pour le moment, aucun peuple n'est souverain sur l'activité marchande, hein, qui est largement capitaliste dans tous les pays du monde. Dès lors que nous aurons conquis cette souveraineté, nous passerons des accords multilatéraux comme on sait faire. Il n'y a pas là. Nous sommes quand même un pays important et nous trouverons des interlocuteurs à l'international. Cela dit, il y a actuellement une division internationale du travail qui est tout à fait excessive. Il n'y a pas besoin que du thé fasse 3 fois le tour de la Terre pour arriver dans nos tasses, ni qu'on construise des avions dans des usines qui sont distantes les unes des autres de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de kilomètres. Question. D'autres questions ou une suite à la question posée éventuellement. Vous pouvez rester là maintenant, vous vous présentez. D'accord. Oui, toujours le même, excusez-moi. Attends, il y a un micro là. Il y a un micro. Non, mais il marche, il fonctionne. Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Oui, continuons dans la même approche. Vous venez de parler effectivement de la consommation de thé par un exemple ou d'autres choses. Il faudrait peut-être commencer à éduquer tout le peuple français pour être un peu plus vigilant. Oui, non mais ça, alors là, ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est que, en matière en tout cas de consommation, il y a aujourd'hui une méfiance vis-à-vis de la production capitaliste. C'est tout à fait nouveau, hein. La production capitaliste, globalement, a été plébiscitée dans nos pays. Il y a aujourd'hui, alors pas surtout, hein, par exemple c'est un crime de mettre du fret ferroviaire sur la route, c'est un crime écologique absolu, sauf que pour le moment, hélas, on l'a vu lors du conflit sur le statut des cheminots et le devenir de la SNCF, ça n'émeut pas grand monde. En revanche, maintenant, ce qui arrive dans nos assiettes commence à nous émouvoir, et par exemple, hein, un exemple d'extension de la logique de service public à une production marchande, c'est le cas de l'alimentation. Nous pourrions, parce qu'il ne suffit pas de faire de la morale aux consommateurs, il faut aussi qu'il y ait une production qui soit accessible sur un mode, encore une fois, alternatif à l'agrobusiness. Or, nous avons par exemple créé une mutation absolue dans la production de soins, dans un service public, dans les années 60. Mutation absolue, la médecine, enfin les soins de vie n'étaient pas remboursés, ils ne le sont qu'à partir de 1961, et l'hôpital était un mouroir. Donc il y a eu une mutation mais absolue dans les années 60 qui s'est faite sur un mode que moi, dans mon vocabulaire, j'appelle communiste, c'est-à-dire avec souveraineté des travailleurs sur leur travail. D'une part parce que les travailleurs du soin ont été sortis de la logique du marché pour être reconnus comme travailleurs parce qu'ils sont soit dans la fonction publique hospitalière, soit des libéraux de santé qui, en passant convention avec l'assurance maladie, ne dépendent plus des aléas du marché pour leur reconnaissance comme producteurs. Et puis d'autre part, l'investissement a été un investissement énorme. Construire les CHU, transformer les hôpitaux psychiatriques en hôpitaux, transformer tous les hospices en hôpitaux locaux avec les lits actifs, tout ça
tout ça a été un énorme effort d'investissement qui a été fait par subvention pour l'essentiel, parce que l'assurance maladie a vu son taux augmenter de sorte qu'elle a pu subventionner de l'investissement, et du coup les soignants ont soigné pour soigner, non pas pour rembourser une dette, c'est-à-dire pour enrichir ceux qui surplombent leur vie de travail en prêtant à l'hôpital. Alors depuis qu'il n'y a plus de hausse du taux de cotisation maladie, c'est depuis 40 ans, les hôpitaux sont exsangues, ça fait partie justement de la nécessaire généralisation d'un mode de production alternatif au mode de production capitaliste, si nous voulons que ce que nous avons déjà construit comme tel, c'est-à-dire la production de soins par exemple, subsiste. Alors, comment est-ce qu'on peut transposer ce que nous avons su faire en matière de soins, en matière d'agroalimentaire, et sortir de l'agro-business? Eh bien, nous pouvons créer une cotisation de sécurité sociale de l'alimentation. Nous y réfléchissons avec des agronomes d'ingénieurs sans frontières liés à la Confédération paysanne. Nous réfléchissons à ce qui pourrait être une sécurité sociale de l'alimentation avec une carte vitale, sur la carte vitale, chaque mois, chacun aurait 100 € pour commencer, 100 € par personne et par mois, alimenté par une assurance sociale, une sécurité sociale de l'alimentation, financée par une cotisation qui serait de 8% de la valeur ajoutée marchande, une cotisation de 120 milliards, il y a 1400 milliards de production marchande aujourd'hui, de 120 milliards, les entreprises ne peuvent pas cotiser à hauteur de 8% de plus, c'est pas possible. Donc ce serait une opération blanche parce qu'elles ne rembourseraient pas leurs dettes. Donc là, il faut tout un travail politique, évidemment, sur l'illégitimité de la dette privée. Catastrophica montre des éléments sur l'illégitimité de la dette publique, mais il faut aussi que nous réfléchissions sur l'illégitimité de la dette privée, contractée pour de l'investissement. Et donc, nous remplacions le remboursement des emprunts et puis les dividendes, que nous le remplacions par une cotisation. Mettons une entreprise qui fait 1 million de valeur ajoutée, elle aurait donc 80 000 € de cotisation nouvelle, mais elle ne rembourserait pas 80 000 € de dette. Ça suppose tout un travail politique, encore une fois, sur la dette. Pourquoi est-ce que nous nous endettons alors que nous avons pu créer de l'investissement à hauteur massive dans les années 60 pour l'hôpital, sans s'endetter, par une socialisation de la valeur, par une cotisation qui permet de subventionner l'investissement. Bien, nous allons faire pareil, nous allons socialiser la valeur par une cotisation et non pas rembourser des prédateurs. Et avec ces 120 milliards, nous allons donc pouvoir à la fois affecter 80 de ces 120 milliards, donc à hauteur de 100 € par personne et par mois, à solvabiliser l'achat de produits bruts ou de produits élaborés, y compris jusqu'à la restauration, mais auprès de professionnels conventionnés, exactement comme on l'a fait pour l'assurance maladie. Et c'est les hôpitaux et des travailleurs indépendants conventionnés qui ont l'exclusivité de l'accès à la clientèle solvabilisée par l'assurance maladie. Eh bien, nous allons faire pareil. Nous disposons aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, dans toute la filière de l'alternative. Nous avons maintenant plein de gens absolument déterminés, et beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui victimes de l'agro-business qui souhaitent passer à autre chose. Mais nous avons par ailleurs des gens qui sont déjà passés à autre chose, des ingénieurs qui font des outils agricoles réparables, des modes de production de biens, soit bruts, soit élaborés, brasseries, pain, etc., alternatifs, des modes de distribution alternatifs, la restauration alternative, tout existe, mais nous allons évidemment fournir à ces alternatifs à l'agrobusiness une clientèle solvabilisée. C'est ça qui va permettre de faire d'une éducation à une autre pratique alimentaire. Ça supposera évidemment, par exemple, que tous les tiers-lieux qui se multiplient aujourd'hui dans les villages et les villes soient des lieux où
où on puisse partager également, au-delà de la culture et des débats politiques, partager des façons d'utiliser des légumes, etc., pour revenir, disons, à une pratique de cuisine et d'alimentation, hélas abandonnée souvent au bénéfice de la production industrielle. Et puis, les 40 autres milliards, ils vont être utilisés pour installer sur des terres que l'on va sortir du marché, parce qu'il faut absolument que la terre devienne un bien commun avec des bails emphytéotiques, bien, nous allons sortir du marché suffisamment de terre pour que tous ceux qui souhaitent s'installer, et Dieu sait s'ils sont nombreux aujourd'hui dans une production alimentaire autre, puissent le faire. Nous allons subventionner leur investissement, mais évidemment, nous ne conventionnerons que des alternatives. On ne va pas s'amuser à conventionner du Carrefour ou du Massey Ferguson ou je ne sais pas quel bailleur. Hein. En même temps, évidemment, le fait que une part importante du marché alimentaire échappe à la grande distribution, échappe à l'agro-business, va encourager les salariés de ces entreprises de la grande distribution de se mobiliser pour que leur entreprise devienne conventionnable, c'est-à-dire propriété de ces salariés. Ça, c'est un critère évident de la convention, propriété des salariés, de même que les libéraux aujourd'hui ne peuvent pas être une propriété capitaliste, c'est interdit. Nous allons faire la même chose en matière de production de l'alimentation, et puis critères évidemment de bio, etc., tout ce qu'on peut imaginer pour nous sortir de la folie de l'agro-business. Voilà un exemple simple dans lequel, vous voyez, nous avons un rapport à nos services publics qui n'est plus un rapport en termes de dépenses publiques, qui n'est plus un rapport défensif, qui est un rapport offensif. Ce que nous avons fait en matière de production de soins, nous pouvons le faire en matière de production de l'alimentation, mais nous pouvons le faire aussi, évidemment, en matière de production de transport, en matière de production d'énergie, en matière de production de vêtements, enfin, en toute matière. Alors, si je comprends bien, l'idée c'est de non pas renationaliser éventuellement des services privatisés, mais de remplacer ce que font les banques, en fait les emprunts aux banques par des cotisations. C'est bien ça ou je... En gros, en simplifiant. Il s'agit de se passer du crédit. Voilà. Puisque c'est nous qui produisons la valeur correspondant à l'investissement. On ne va pas la chercher ailleurs. C'est nous qui la produisons. La balance des capitaux en France, elle est nulle, c'est-à-dire qu'il y a autant de capitaux exportés que de capitaux importés. Ça veut donc dire que c'est que dans notre pays, nous produisons assez de valeur pour financer l'investissement. Et donc, il s'agit bien sûr, effectivement, d'en finir avec le crédit, fût-il public, pour socialiser la valeur sous forme de cotisation dans des caisses gérées par nous. Il faut aussi... L'extrême intérêt historique du régime général de sécurité sociale, c'est qu'il a été géré pendant 20 ans par les travailleurs eux-mêmes, qui élisaient les directeurs de caisse. Et ça a fort bien marché, extrêmement bien. Oui, donc le modèle, c'est bien celui-là, c'est celui de la sécurité sociale, en fait, où ce n'est pas l'État qui est propriétaire, mais c'est bien les cotisants. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout il ne s'agit pas d'étatiser. Il ne s'agit pas d'étatiser. L'étatisation n'est pas... Ça, c'est le capitalisme qui étatise, toujours. Le capital a absolument besoin de l'État. Encore une fois, il n'y a pas de groupe capitaliste qui ne repose sur des marchés publics. C'est d'abord les marchés publics qui sont le support de tous les groupes capitalistes. Prenez-les tous en France, vous ne trouvez au départ que des marchés publics. Au départ et à l'arrivée, enfin, en permanence. Et donc, et c'est bien sûr c'est Juppé, De Gaulle qui ont étatisé le régime général. La classe dirigeante ne supporte pas un dispositif du commun, un dispositif communiste, dans lequel les travailleurs eux-mêmes gèrent, ça c'est sûr. Et donc l'ambition, c'est évidemment que tous les
toutes les branches de production fonctionnent, alors avec des spécificités de chaque branche évidemment, hein, mais fonctionnent en s'inspirant de cette réussite considérable. Hein. Nous avons eu, je ne sais pas où on en est les statistiques aujourd'hui, mais enfin le premier service public de santé au monde, hein, parce que nous l'avons construit sur un mode communiste. Des travailleurs qui sont libérés du marché du travail et un outil qui est libéré de la propriété capitaliste. Avec ces deux libérations-là, nous pourrions tout produire sur un mode infiniment plus de bonheur. Quand on regarde les enquêtes sur le bonheur au travail des soignants dans les années 70, mais il est considérable. Aujourd'hui, ils sont en souffrance complète. Et il n'y a pas que. Hein. Des tas de travailleurs aujourd'hui sont en souffrance vis-à-vis de leur travail parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas eux qui décident. Donc l'enjeu décisif, c'est, mais nous avons su faire des services publics libérés aussi bien du marché du travail que du marché des capitaux, et à la fois faisons-le pour tout. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais reprendre. Oui, oui. À moins qu'il y ait d'autres candidats dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Ah, il y en aura une autre après. Alors, voilà, comme il y en a une autre. Après, on reviendra s'il n'y a personne. Allez, on revient. Bonsoir. Bonsoir. Ce que vous montrez, ce que vous montrez dans vos travaux, qui sont passionnants dans le sens où ça nous décape l'esprit de cette pollution mentale capitaliste, c'est de montrer l'étendue des possibles et l'étendue surtout de ce qui a été fait. Parce qu'on a souvent l'impression de parler d'utopie, et ce que vous montrez au travers de la sécurité sociale, de la fonction publique et toutes les pistes que vous tracez, c'est l'étendue des possibles, et de montrer surtout que techniquement, il n'y a strictement aucun problème. Que les outils sont là et qu'il nous faut simplement, je dis simplement entre guillemets évidemment, s'en saisir. Mon interrogation est que la mise en place de la sécurité sociale s'est faite dans un moment particulier de notre histoire et surtout par des gens qui portaient ce projet-là et ces gens sont parvenus au pouvoir. La question que je me pose, c'est politiquement, qui peut porter ce projet-là, qui peut faire le travail de décapage mental à grande échelle quand on sait que les moyens d'information sont aux mains de nos adversaires, et est-ce que dans l'offre politique actuelle, il y a des relais, surtout à gauche évidemment, qui pourraient être capables de porter ce projet-là et de porter surtout l'ampleur de la révolution qui serait possible. Alors c'est peut-être un particularisme varois, mais pour avoir discuté avec des responsables politiques de cette problématique-là, moi je n'en ai pas vu, que ce soit jusqu'au tréfonds de l'extrême gauche, hein, où on parle encore de dépenses publiques, effectivement, on parle encore de solidarité quand on parle de production, et je suis syndiqué Sud, et y compris au sein de mon syndicat, quand j'énonce ce que vous portez, quand j'énonce le salaire à vie, quand j'énonce le statut de la fonction publique, j'ai droit à une écoute polie dans le meilleur des cas et par beaucoup d'objections dans le pire. Et alors ce que je me demande, c'est quel est donc le moyen ou quelle est la possibilité politique de porter ces propositions-là. Oui, merci beaucoup. Merci à la fois de votre travail dans Solidaire. Merci de souligner des points importants hein, d'un autre récit hein, sur notre histoire populaire. Il y a un déjà là, hein, comme vous l'avez dit, on ne part pas de rien. Hein, il y a un déjà là, c'est très important. Et deux, les travailleurs organisés existent. Alors, de fait, nous sommes dans une phase politique difficile. Hein. C'est pas un scoop. Hein. Mais la sortie du capitalisme, le mouvement réel par
lequel on sort du capitalisme, que Marx et Engels appellent le communisme, le mouvement réel par lequel, dans la lutte de classe, on sort du capitalisme. Il a des hauts et des bas, et c'est un mouvement séculaire, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça par la prise du pouvoir politique, précisément, qui serait un préalable. Vous avez raison de mettre le mot pouvoir sur la table. Je vais préciser que la bourgeoisie elle a conquis son pouvoir d'abord dans l'économie. C'est d'abord sur la production qu'elle a conquis son pouvoir. Et ce n'est qu'après avoir marginalisé l'aristocratie et sa production féodale qu'elle a pris le pouvoir politique. Ce n'est qu'au XVIIe siècle en Angleterre, vous êtes un peu plus en avance sur nous, au XVIIIe siècle chez nous, que les bourgeois ont pris le pouvoir. Le pouvoir politique, ça se prend toujours après le pouvoir économique. Sinon, on va se retrouver comme Syriza, etc., face à la Troïka. Le pouvoir politique est impuissant face au pouvoir économique s'il se pose en adversaire des détenteurs de ce pouvoir. Donc la bourgeoisie, de manière qui doit nous enseigner, puisque c'est la classe révolutionnaire qui a réussi, disons, la bourgeoisie, son objectif, je ne sais pas, parce qu'elle n'existe pas comme telle, c'est pas un sujet politique dès le départ, disons, mais lorsqu'au XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, des gens se libèrent du servage et commencent à se poser comme bourgeois, leur ambition, c'est de produire ailleurs, autrement. C'est pas d'abord d'affronter l'aristocratie dans son pouvoir politique, c'est d'abord de l'affronter dans son pouvoir économique. Alors bien sûr, pour cela, il faut de temps en temps être au pouvoir. Vous avez signalé que parce qu'il y avait des ministres communistes, effectivement, en 1946, Croizat pour le régime général de sécurité sociale, Torres pour la fonction publique, Marcel Paul pour la nationalisation de DF et GDF, pour prendre ces trois-là, que les institutions, le déjà là dont vous avez parlé, dont je parle, ont été possibles, c'est vrai, mais ils étaient sur des strapontins. J'étais sur des strapontins pendant 1 an. C'était très court, des ministères assez secondaires, travail, santé, production industrielle, c'était un peu plus important, mais enfin, des ministères tout à fait secondaires par rapport à ceux que se réservait la classe dirigeante, et ça a suffi. De même que la bourgeoisie, jusqu'au XVIIIe siècle, elle est assez accessoirement au pouvoir politique. Alors évidemment, sous la monarchie absolue, des gens comme Colbert ou autres se mettent du côté du roi parce que ça leur permet de mener par son intermédiaire la bataille contre les féodaux, la bataille économique contre les féodaux, qui n'est pas le problème du roi, mais qui est leur problème à eux. Donc ils instrumentalisent un peu le roi, mais globalement c'est quand même le roi qui gouverne, c'est pas eux. Et d'ailleurs on le voit bien au début du XVIIIe siècle, dès la mort de Louis XIV, il y a une réaction nobiliaire avec une bourgeoisie qui est pratiquement éliminée des postes publics par une aristocratie qui voit bien que le vent du boulet est en train d'arriver. Et donc moi je ne pense pas du tout que la prise de pouvoir politique soit un préalable. Moi je serais même tout à fait inquiet d'une victoire par exemple à cette élection catastrophique de la Ve République, c'est-à-dire l'élection présidentielle, par un gouvernement qui ne serait soutenu par aucune occupation d'usine, aucune détermination à décider par nous-mêmes, etc., etc. Donc je pense que actuellement, dans le Var comme dans le reste de la France, je pense qu'actuellement, aucun parti n'est à la hauteur. Je le pense. Je suis au Parti communiste moi-même depuis 50 ans. Je parle d'un parti que je connais bien et qui, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur des enjeux. Je suis à la FSU depuis un peu moins longtemps, mais
presque aussi longtemps, enfin la FEN puis la FSU, je sais bien que c'est un syndicat qui n'est pas à la hauteur des enjeux et que nos organisations sont aujourd'hui en difficulté, c'est sûr. Hein. Et je pense que pour faire un tour de France permanent, pour animer souvent des journées de formation syndicale, mais également dans d'autres cadres, soit politiques, soit associatifs, des débats, etc., il y a une écoute de plus en plus grande de thématiques qui tournent autour de « mais nous avons déjà commencé à construire une alternative au capitalisme, regardons-la, ne la méprisons pas ». Je sais qu'à Solidaire, qu'Alpha, Annick Tauvé et tout ce monde-là est très hostile à mon propos, ça je l'ignore pas, et que j'ai bien sûr, mais entre autres parce qu'ils sous-estiment le statut de la fonction publique, ils sous-estiment ce qui s'est fait dans le régime général de la sécurité sociale. Il y a une espèce de fascination, je dirais, pour une idée absurde qu'il n'y aurait qu'une seule classe pour soi, la classe dirigeante, qu'en face il y aurait des victimes et que nous on a à être solidaires de victimes. Mais quand on est solidaire de victimes, c'est qu'on sous-estime la portée révolutionnaire de ce que les travailleurs organisés ont été capables de faire. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un tel désarroi militant aujourd'hui dans nos organisations de gauche, un tel désarroi militant que toute parole forte qui, est concrète. J'ai essayé d'argumenter, par exemple, sur ce que serait une sécurité sociale de l'alimentation. Vous avez fait allusion au poids des médias. Pierre Rimbert, dans le monde diplomatique, en 2014, a fait une proposition tout à fait inspirée de la même idée, hein, faire une cotisation pour la presse d'information qui permettrait de la libérer entièrement de la publicité et des actionnaires. Bon, lors qu'on fait des propositions, qui sont concrètes, deux qui s'appuient sur un déjà là. Encore une fois, moi je ne suis pas, comme vous l'avez dit, c'est pas du tout une utopie, hein, c'est simplement honorer ce que nos anciennes et anciens ont su construire. Eh bien, il y a une audience de plus en plus grande. Moi je suis ahuri de la façon assez souterraine, mais c'est comme ça que ça se passe toujours, dont circulent les thèses que je défends, par exemple. C'est toujours comme ça, c'est toujours souterrain. Par exemple, dans les années 70, se sont affirmées dans l'espace public les thèses qu'on appelle néolibérales, c'est un terme entièrement faux à mon sens, mais qu'importe, mais qui étaient complètement inaudibles jusqu'à là, enfin, dans le débat public, et qui ne sont apparus que par un très long travail souterrain mené à partir des années 30. Donc voilà, je pense qu'il n'y a effectivement pas de parti aujourd'hui qui soit à la hauteur des enjeux. Cela dit, je trouve que dans la jeunesse éduquée, qui est en dissidence, hein, une partie de la jeunesse éduquée est en dissidence aujourd'hui. Alors souvent ils ne sont pas dans les partis, les syndicats justement, ça c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger, mais cette jeunesse dissidente, elle est absolument déterminée à maîtriser son travail, à ne pas produire de merde pour le capital. Quand je parlais des alternatives en matière d'agrobusiness, c'est souvent des jeunes dissidents, hein, qui ne sont pas dans la schizophrénie dans laquelle est ma génération. Ma génération, on a accepté de conquérir une défense des droits dans une espèce d'indifférence collective à ce que nous faisions. Donc on acceptait de produire de la merde, on acceptait de consommer de la merde, etc. Là, il y a vraiment une sortie de cette schizophrénie dans une partie de la jeunesse. Dans une partie de la jeunesse, et là aussi, c'est un atout qui pour le moment ne se traduit pas politiquement, oui, d'accord, mais ça viendra, moi j'en suis absolument convaincu. Hein. Il y a un moment où l'impasse dans laquelle le capitalisme nous mène va être encore plus
évidente. C'est un moment évidemment très dangereux, hein, parce qu'une classe dirigeante qui n'est plus en mesure d'assumer son rôle de direction du travail et de la production, elle devient extrêmement agressive, et on le voit bien avec l'agressivité de la police aujourd'hui, qui est absolument invraisemblable. Hein, mais c'est également un moment ouvert dans lequel, moi j'ai bon espoir, hein, franchement, que les thèmes, par exemple, que je développe, feront un très grand chemin. Alors, dans l'action, toujours, hein, dans l'action, regardez comment les Gilets jaunes se sont considérablement, mais c'est un constat tout à fait classique, hein, on peut le faire aussi pour n'importe quelle grève, se sont considérablement mutuellement instruits dans l'action même. Donc ma réponse est plutôt optimiste, hein, mais sur le moyen et long terme, je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas pour le moment d'organisation à la hauteur, raison de plus pour y travailler à l'intérieur et à l'extérieur pour construire les outils dont nous avons besoin. Une réponse qui vaut toujours, mais... Non, mais à titre personnel, et je voudrais en tout cas vous remercier de vos travaux et de nous faire voir les choses avec le point de vue de notre classe. Voilà. Très égoïstement, vous avez changé ma façon de voir les choses, et auparavant j'étais simple capitaliste qui s'ignorait, quoi. Je voyais la dépense publique comme de la dépense publique et la sécurité sociale comme une solidarité. Voilà. Donc j'ai changé de point de vue, vous avez décapé mon esprit, et à ce titre-là, je voudrais vous en remercier. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci. On a Alors, il nous reste assez peu de temps, mais moi je voulais juste vous demander, alors il y aura peut-être une autre question après, je voulais juste vous demander dans ce que vous décrivez, quelle est la place du salaire universel, si vous pouvez dire peut-être assez rapidement, parce qu'il y a d'autres questions, quelque chose sur le sujet. Le salaire universel, c'est une expression qui n'est pas de moi, hein, mais c'est sous cette forme-là qu'a été popularisée, je constate et j'en prends acte, ce que je dis, moi, du salaire à la qualification personnelle. La grande invention du XXe siècle, c'est une invention de la CGT contre le patronat, c'est le salaire. Le salaire n'existe pas du tout au XIXe siècle. Je m'exprime sur tout ça dans un bouquin qui va sortir le 14 mars, qui s'appelle « Le travail, enjeu des retraites ». Alors c'est à la fois le texte de l'ancien enjeu des retraites de 2010, mais c'est aussi un tiers de plus, dans 70 pages entièrement nouvelles, et où j'insiste sur ce point, sauf que je viens d'oublier le point en question. Avec mon insiste sur le bouquin, j'ai oublié de quoi j'étais en train de parler. Si vous pouvez me le redire. Oui, sur la place du revenu, du salaire universel. Le salaire n'existe pas au XIXe siècle. Hein. Il est vraiment inventé au XXe. Enfin, il existe dans la langue savante. Hein. Marx parlera de salaire pour désigner la rémunération capitaliste, mais c'est un mot qui n'existe pas du tout dans le langage courant et qui va s'instituer au XXe siècle contre le patronat, qui est hostile au salaire. On l'a encore vu récemment. Hein. Quand les Gilets jaunes demandent une hausse des salaires, on leur répond par la prime d'activité, hein, c'est-à-dire absolument pas par une hausse des salaires, hein, ça c'est clair. Le salaire, c'est une institution anticapitaliste, on ne le dira jamais assez, mais qui s'est construite de deux façons. D'une part, dans le privé, par le salaire à la qualification du poste. Hein, c'est le poste qui est qualifié à la convention collective. Alors c'est un très gros progrès, hein, mais c'est un progrès qui s'arrête à mi-chemin, puisque le poste, c'est la classe dirigeante qui en décide. C'est elle qui décide où on travaille, qui est sur le poste, etc., etc. Et donc la maîtrise par les travailleurs eux-mêmes de leur qualification, elle est très faible, puisque la qualification est attribuée au poste. Ça, c'est ce qu'on appelle l'emploi. L'emploi, c'est quand un poste de travail est le support de trois droits. Le droit au salaire à la qualification de la convention collective, le droit aux cotisations
au régime général de sécurité sociale et le droit au respect du Code du travail. Parce que précisément c'est une victoire à mi-chemin, l'emploi a été dépassé. La CGT s'est battue pour mieux que l'emploi, pour que la qualification passe du poste à la personne. C'est d'ailleurs sa revendication aujourd'hui. La sécurité sociale professionnelle, c'est que pour tout le monde, ce ne soit plus le poste qui soit le support des droits, mais la personne elle-même. Or ça, nous l'avons conquis. Nous l'avons conquis dans la fonction publique. C'est la deuxième voie de construction du salaire dans la fonction publique, où c'est le grade du fonctionnaire qui est le support de la qualification et non pas le poste. C'est pour ça que le fonctionnaire est libéré du marché du travail, comme je l'ai dit au début de mon intervention. Et donc, en réponse plutôt à votre première question, ce salaire à la qualification personnelle a été étendu aux salariés du privé en retraite. Un retraité, en tout cas pas tous, parce que tous ont... la pension moyenne des femmes, c'est 1 100 euros en droit direct, 1 300 avec la pension de reversion. Donc énormément de pensions sont en dessous du SMIC. Mais si on prend les pensions qui sont supérieures au SMIC et proches du salaire d'activité, comme on dit, on a la moitié des retraités, 7 millions de retraités. Donc 7 millions de retraités ont un salaire à la qualification personnelle, c'est plus leur poste qui est payé, c'est eux. Et donc voilà ce qu'il s'agit de généraliser. Si vous additionnez les 5 millions de fonctionnaires quant au salaire à la qualification personnelle, les 7 millions de retraités sur les 15 millions, il y a 15 millions de retraités, mais la moitié quand c'est la qualification personnelle. Les salariés à statut, parce qu'il en reste évidemment, aussi bien à France Télécom qu'à la SNCF, etc., à la RATP, à EDF, les salariés à statut, donc, les salariés de branche qui ont également conquis non pas un droit au salaire à la qualification personnelle, mais un droit à la carrière. Prenez la chimie, par exemple, prenez la banque, la métallurgie. Le syndicalisme a été assez puissant pour imposer que, à condition de rester dans la branche, évidemment, mais quand on quitte un poste, c'est pour un poste au moins aussi qualifié que le précédent. Donc, il y a une forme de continuité dans les ressources qui ne supprime pas le chômage, parce que c'est le poste qui est le support de la qualification, mais indirectement, c'est la personne, puisqu'on ne peut pas être embauché sur un poste moins qualifié que celui qu'on vient de quitter, y compris si on change d'entreprise. Si vous additionnez tout ça, le tiers, je dis bien le tiers, encore une fois, c'est des conquêtes, il faut refaire notre histoire comme histoire populaire. Arrêter de raconter le récit que la bourgeoisie en permanence répand, le capitaliste, un système qui génère des victimes, etc., etc. Il faut en finir avec cela. Non, le capitalisme est une contradiction, et dans laquelle une classe révolutionnaire en construction a des conquêtes considérables. Le tiers des plus de 18 ans aujourd'hui a un salaire à la qualification personnelle. Le tiers, 17 millions sur les 50 millions. C'est tout à fait considérable. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va généraliser. Si vous faites une sécurité sociale de l'alimentation, ce sera pour payer à la qualification personnelle toutes ces alternatives à l'agro-business. Si vous faites une sécurité sociale de la presse, ce sera évidemment pour payer à la qualification personnelle tous les travailleurs de la presse, depuis la distribution, l'imprimerie, jusqu'à la rédaction, etc. Nous allons bien sûr généraliser cette inventivité. Hein. Quand on devient communiste, communiste au sens où je l'ai défini, hein, pas forcément encarté dans un parti se réclamant des communistes, mais quand on devient communiste, on devient très heureux et très imaginatif. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je veux juste revenir sur donc la privatisation du service public. En fait on peut voir dans le documentaire que l'Union européenne a quand même mis une pression sur les dirigeants des pays de l'Europe. Donc du coup, même par exemple pour l'eau, on peut voir en Italie que même si les citoyens ne veulent pas privatiser l'eau, il y a quand même l'Union européenne derrière qui met la pression. Et alors c'est peut-être une question bête ou simple, je ne sais pas,
Mais du coup, je me demande toujours, bon, malgré le président qu'on a actuellement, mais si on en met un autre, je ne sais pas si c'est l'Union européenne, en fait, c'est l'Europe qui a plus de pouvoir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Malgré les décisions qu'ils peuvent faire, pour moi, l'Europe, elle choisit sur plein de domaines. Elle prend quand même des décisions et je me demande si les présidents, c'est pas finalement leur petite marionnette. Hein. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Mais donc, c'est bien de faire les choses comme ça au niveau national, en France, tout ça, mais il y a quand même ce poids européen, peut-être qu'il n'y avait pas dans les années 70 ou 80 et qui, pour ma part, a une énorme pression. Je ne sais pas si je me trompe. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a moyen de lutter vraiment contre ça, contre cette Union européenne qui surplombe un peu tout pour moi au niveau politique. Voilà. Vous avez raison, hein, l'Union européenne est une construction anticommuniste, hein, clairement. Elle a été construite dès le traité de Paris, dès 1951. Les travaux de Corinne Gobin, que je vous recommande particulièrement, qui est une politiste de l'ULB à Bruxelles, et qui a fait sur l'histoire de l'Union européenne des travaux tout à fait importants, et qui, effectivement, dès 1951, les institutions qui se mettent en place sont absolument irrécupérables pour des progressistes. Ce sont des institutions du passé, des institutions, c'est une espèce de syndicat du capitalisme, ça c'est clair. Rien n'est sauvable de l'Union européenne, absolument rien. Alors, la question, je ne parle pas évidemment de tout ce qui a accompagné la paix ou d'Erasmus, il y a des choses qui sont intéressantes, mais je veux dire que les institutions de l'Union européenne, en tant que telles, sont absolument inutilisables d'un point de vue progressiste. La question qui se pose ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait on peut déclarer que le préalable, c'est de sortir de l'Union. De toute façon, si nous prenons en main notre destin économique, nous serons obligés de sortir de l'Union, c'est évident. Nous ne pourrons pas rester dans les traités tels qu'ils sont. Mais sortir de l'Union sans avoir pris en main nos entreprises, c'est voué à l'échec. Encore une fois, le documentaire le montre. Donc, évidemment que nous devons combattre les institutions de l'Union européenne, mais un non à Bruxelles, oui, on aura dit non à Bruxelles, et puis ça va se laisser pour poil. Un point de vue progressiste, de mon point de vue, c'est une construction d'un oui. Quel oui nous souhaitons construire? Alors ce oui, c'est un oui qu'il faut faire chez nous, entreprise par entreprise. Je pense que à gauche, nous sommes beaucoup trop, à gauche, ou ceux qui se réclament dans la gauche, nous sommes beaucoup trop sur des questions d'institutions politiques dans nos réflexions. Le cœur de la bataille émancipatrice, c'est le pouvoir dans l'entreprise. Et donc, commençons par un travail politique de dire aux travailleurs qui souvent pensent qu'ils ne sont pas dignes de diriger les entreprises, qu'ils ne sont pas dignes d'être les propriétaires, qu'ils ne sont pas dignes de décider. Mais à tout le travail, mais si vous êtes dignes, et nous allons nous organiser. Par exemple, une façon de s'organiser. Encore une fois,
je réponds à votre question autrement. Hein. C'est-à-dire que, oui, l'Union européenne nous est un obstacle, mais de toute façon, le capitalisme sera toujours un obstacle, et la façon dont nous pouvons le franchir, c'est en prenant le pouvoir sur le travail. Donc, par exemple, nous allons avoir une bataille sur les retraites en France dans quelques mois. Vous verrez dans le bouquin qui sort, là, le travail en jeu des retraites, je propose qu'à 50 ans, tout le monde soit libéré du marché du travail, qu'à 50 ans, notre salaire devienne un attribut de notre personne, devenant titulaire de notre salaire, étant entendu que tous ceux qui ont un salaire inférieur à 2300 €, le salaire moyen actuel, ils seraient automatiquement portés à 2300 €. Et puis tous ceux dont le salaire est supérieur à 5000 €, ils seraient rabattus à 5000 €. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de 5000 € pour travailler. Ceux qui ont besoin de plus de 5000 €, c'est qu'ils n'aiment pas leur travail. Donc on leur fait faire des telles saloperies qu'il faut les payer très cher, comme je sais pas qui, Madame Berlier Pédico, et je sais pas toi qui est d'autres, et qui organisent des licenciements boursiers. Donc ce que nous pouvons mener une bataille, hein, c'est encore une fois la bataille contre l'Union européenne, c'est une bataille pour l'alternative dans nos entreprises. Et donc, par exemple, saisir la bataille des retraites pour préconiser qu'à 50 ans, qui est l'âge décisif, hein, en matière de... C'est l'âge critique en matière de rapport au marché du travail. C'est là qu'on est licencié en premier, qu'on a eu plus de difficultés à trouver du boulot si on était licencié. C'est l'âge aussi où on a fait le tour un peu de toutes ces compétences et on est exaspéré de ne pas pouvoir les mettre vraiment en application comme on le souhaiterait dans les entreprises où on est. Et donc c'est à 50 ans, pas à 60 ans, hein, qu'il s'agit d'attribuer à tout le monde enfin son salaire en le portant à 2300 € ou en le ramenant à 5000 €. Donc tout le monde aura entre 2300 et 5000 €. Les gens pourront continuer évidemment par des épreuves de qualification à progresser jusqu'à 5000 € maximum, jusqu'à leur mort. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un âge où on ne peut plus progresser en qualification, à mon avis. Moi je suis retraité depuis 10 ans, je milite pour pouvoir améliorer ma qualification et ma reconnaissance sociale. Il n'y a aucune raison que je sois dans une espèce de parquet là, dans le bénévolat. Tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. J'entends être responsable économique jusqu'à ma mort. Et donc, ces retraités qui vont être libérés du marché du travail à 50 ans, ceux qui s'ennuient dans leur boîte, ils vont aller travailler chez les alternatifs. Ils vont aller travailler pas dans l'agrobusiness justement, mais dans l'alternative à l'agrobusiness, ils vont aller travailler dans des lieux où on construit une alternative au capitalisme. Et puis, dans leur propre entreprise, puisqu'ils vont avoir un salaire lié à leur personne, un salaire dont ils vont être enfin titulaires, ils vont la ramener, ils vont ouvrir leur gueule, et il faudra aussi une protection de ces personnels, comme il y a une protection des syndicalistes aujourd'hui, des délégués syndicaux, pour qu'ils auto-organisent les travailleurs dans leur entreprise. Voilà, ils ont l'expérience, ils ont 50 ans, ils ont 30 ans d'expérience, et ils vont auto-organiser les travailleurs dans l'entreprise pour dire non au protocole, non au logiciel qui change tous les jours, par lequel les directions posent en permanence les travailleurs comme des débutants, non au DRH, oui à notre capacité à nous organiser nous-mêmes. C'est la conquête du pouvoir sur le travail concret dans les entreprises qui est la préparation à l'inévitable opposition à l'Union européenne à laquelle nous serons conduits dès lors que nous conquérons du pouvoir. Merci. Merci beaucoup. On va devoir arrêter là puisqu'on a aussi après un second intervenant qui est le scénariste du film Catastroïka qu'on va interroger peut-être sur la question de Grèce. Ouais.
Et en tout cas, merci infiniment pour votre... nous redonner aussi un petit peu espoir dans des alternatives, parce que c'est vrai qu'on est dans des temps où il y a beaucoup de désespoir. Et voilà, et vraiment votre contribution au débat a été formidable. Merci beaucoup. Quart d'heure de retard. On espère que notre ami grec est toujours là. Voilà, parce qu'il y a une heure de décalage. Il est 11h45 chez lui, donc j'espère qu'il va. Tu reparles de Léonidas? Oui, voilà. Alors c'est. Alors attendez, je vais retrouver le nom exact de Léonidas. Scénariste, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Vaiticulotis. Oui, bonsoir. Hello. Hello. Sorry for this, for being late like this. We had a previous intervention that was a little long. Yes, I can understand it. Yeah, thank you for waiting, and thank you for being here. We wanted to ask you questions about the film itself and about the present situation in Greece now, because what we hear from the medias in France is not very interesting in terms of what the Greek people is living. So yes, of course, I'm at your disposal. Okay, so can you tell us first what is the situation in Greece right now? Yes, I can tell you some things to understand about the Greek situation the last 4 years. First of all, after the elections of 2015 in the Greek people, there was a hope that all the previous situation, what you saw in the documentary film Katastroika, would stop. Unfortunately, this situation has been accelerated. This huge privatization program is being applied even now much more quickly. I will show you about two things. What I wanted to keep from this conversation is two things. First, that till 2014, during the first government of the memoranda, the total amount of revenues from privatizations of Greek governments was 2.6 billion euros. After 2015 till now, this amount is twofold. It is 5 billion point 2 euros. Okay, I'll translate that. Voilà, donc je lui ai demandé quelle était la situation en Grèce actuellement et comment ça avait évolué. Et il me dit que effectivement, enfin, il va revenir sur les 4 dernières années. Il disait que dans un premier temps, la dette grecque, donc il y a 4 ans, était de 2. Voilà, 2,6 donc millions d'euros, c'est ça? Milliards d'euros? Milliards. Oui, milliards d'euros, et qu'elle est passée à 5, je sais plus combien. Enfin, elle a doublé, quoi. Donc, effectivement, nous, on entend souvent, enfin, le peu qu'on entend sur la Grèce, c'est, ça y est, en gros, c'est réglé, la dette est remboursée, la situation, enfin, la dette n'est pas remboursée, mais la situation s'est améliorée. Et lui nous dit qu'en fait, la dette, elle a doublé. Voilà. Okay, you can go on. Sorry about that. The second point is that till 2014 we had the Hellenic Republic Asset of Development Fund. It is something, we are speaking about this in Katastroika film, it's something like Trojkan from Deutschland. Oui, after 2015, this was a part and parcel of the third memorandum,
was formed a new fund about privatizations. It is called Hellenic Corporation of Assets and Participants. This is something much more terrible. Do you want to translate it now? So if I understood you well, in the beginning it was a date towards the Germans? The first form of the privatization fund was called the Hellenic Republic Asset Development Fund. It was something like Treuhand from Germany. Oui, d'accord, donc c'était... comme la Treuhand. Never mind. Oui, c'est l'histoire de la Treuhand dont on a entendu parler dans le film, mais j'ai pas compris ce qui... Après, il y a un autre truc qui apparaît et qui apparaît... Oui, c'est ça. Au début, donc c'était ce qu'on a vu dans le film, la Treuhand qui a pris les choses en main en fait. Et là maintenant, c'est devenu... Can you repeat what is the difference right now? It's a different funds? Yes. Banking? The difference is very big because in the newest form of the fund has been transferred every kind of public property. I'm speaking about public schools, all the athletic centers from Olympic Games, archaeological museum, even archaeological sites like Festos of Creta. All this public property has been transferred to this fund as a form of guarantee for the Greece that Greece will pay back its public debt. D'accord. Donc en fait, maintenant, il y a eu, il y a un certain nombre de services publics grecs qui ont été en quelque sorte hypothéqués, on peut peut-être le dire comme ça, comme garantie, et notamment les écoles grecques, notamment les Jeux Olympiques, la musique, enfin les sites archéologiques, enfin des choses vraiment de base, qui sont données en fait, qui sont hypothéquées comme garantie, qui servent de garantie pour ce fonds. Donc là vraiment, ils sont pieds et poings liés. Il y a que Goran. To understand it better, since 2015 till the last the decision of the last Eurogroup on before Greek exit from memoranda on 2018, creditors said, I am not sure that Greece will pay back its debts, so I want all the public property to be separated in a different fund which will be controlled by the creditors. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, si les Grecs ne peuvent pas rembourser leurs dettes, tous ces acquis de l'État grec vont tomber dans les mains, en gros, de ces intérêts privés. So now there is a nightmare of suits in Greece from very different movements of people to take back this property, saying that to municipalities, to ministries, that you have no right to pass this property to another fund. D'accord. Donc là, le public grec est en train essaye de se battre pour récupérer la propriété de tous ces services. Et de façon, parce qu'en fait, c'est entre 2015, je crois que ça a été donné comme garantie en 2015, et en 2018, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus du tout la main sur ces services-là. Donc là, maintenant, ils essayent de récupérer, le peuple grec essaye de récupérer ces acquis. Of course, the most emblematic cases of privatization in Greece are the biggest port of Greece, the port of Piraeus, has been sold to Chinese. The Greek trains have been sold to the Italian Fairstal. The Greek telecommunication company OTE has been sold to Deutsche Telekom, the German telecom operator. 14 peripheral airports of mainly of islands have been sold to Fraport. This is the firm which operates the Frankfurt airport.
D'accord. Every kind of big public property has been sold to multinationals, mainly from Europe and China too. D'accord. Donc là, le principal port de Grèce a été vendu à la Chine. Je vais me souvenir de... Les trains sont passés dans les mains d'une compagnie italienne. Les télécoms aux Allemands, et il y avait un quatrième. Beaucoup de choses à des multinationales. Voilà, en fait, voilà, des tas de services de clés sont tombés dans les mains d'entreprises privées de partout dans le monde. I will close this brief presentation saying that according to my own opinion, I believe that after the election of Trump, the neoliberal phase of capitalist expansion has ended. Can you repeat it? Sorry. I believe that the last 2 years we are living the end of neoliberal phase of capitalism. D'accord. Donc, dans ces 2 dernières années, il pense qu'on arrive à une phase finale du néocapitalisme. I believe that the global trade was the cornerstone of neoliberal phase, which began on 73-74. Can you repeat? I'm sorry. I said that the global trade, the trade through all over the world, as it was promoted by NAFTA, by many global agreements, was the cornerstone, the most basic element of neoliberal phase. D'accord. Je pense que c'est le global grade. Je ne sais pas comment. C'est le commerce mondial. Ah, le commerce, oui, d'accord. Le commerce mondial est devenu. Enfin, les accords de commerce mondiaux sont devenus la pierre de touche, en fait, la pierre angulaire de cette phase du capitalisme. The trade wars of Donald Trump show that the phase of neoliberalism has ended. D'accord, donc le commerce international tel que il est maintenant dirigé par Donald Trump est en train d'être la dernière phase du néocapitalisme. I believe that what remains stable in this new phase is the debt and the privatizations, especially the sovereign debt and the privatizations as a new form of slavery. D'accord, ouais. Donc oui, les dettes et la privatisation des services publics sont la dernière phase de nouvelle phase de l'esclavagisme en fait qui est mis en place dans les pays, dans les différents pays. Thank you very much for your patience and the showing of the film Katastroika. I am at your disposal if you want to ask me something relevant. D'accord, donc il nous dit merci pour ces débats qui ont mis en place ce soir. Et si vous avez des questions, donc il est à votre disposition pour répondre aux questions. Il y a une question. Bah, tiens. Cécile et puis là-bas le monsieur. Vas-y. J'ai peur, attends. Mais non. Mais je parle pas. Je parle pas. Attends. Va dans la lumière. Non, mais c'est pas moi. Si, c'est toi maintenant. Ah, mais T'as droit à une deuxième. Ne cache pas, tu me comme tout à l'heure. Non, tu regardes là-bas. Voilà. Bonsoir. Et je traduis. Oui, c'était juste savoir, le niveau de vie des Grecs, en fait, comment c'est
si ça s'était stabilisé, si ça s'était empiré, enfin comment ça se passait en fait. So she would like to know how is the life standards right now in Greece? Is it stable, or is it just getting worse, or is there any betterment? Yes, it is stable. The previous year, 2017, the current year, and according to projections, the next year, 2019, for the first time, there will be a growth in the economy. D'accord, donc c'est assez stable. Les projections de 2017 sur 2019 prévoient une nouvelle croissance de l'économie. But there is a very big difference. I will tell you it with an example. On the elections of 2009, the biggest issue in discussions was about the generation of 700 euros. Donc j'ai du mal à me concentrer. I'll ask you to repeat. I'm sorry. I just. Yes. In the elections, in yes. the parliamentarian elections of 2009, the biggest problem, the biggest issue in conversations, in the political debates, was the generation of 700 euros. The regeneration. Oui, donc là, lors des dernières élections, le principal sujet du débat, c'était mais j'ai pas compris la fin. La génération à 700 euros, je crois. I'm speaking. La génération à 700 euros, d'accord. Oui, je comprends. C'est-à-dire que voilà, on parle d'une nouvelle génération qui est payée à 700 euros en fait, en moyenne. Ok. Now, the majority, not the majority, a very big percentage of salarymen, not only the new generation, are being paid with 500 euros. Ah ouais, donc maintenant la nouvelle génération, c'est plus 700 euros, c'est 500 euros seulement. The unemployment remains at 19%. Le taux de chômage est de 19%. Despite the fact that around 500,000 young people have left from Greece the last decade, going to abroad to find a better job. Ouais, de plus en plus de jeunes Grecs partent, alors je sais pas, il a donné un chiffre. 500 000. 500 000 jeunes partent chaque année, ou sont partis, pour aller chercher du travail à l'étranger. Of course, there is a stabilization, but a stabilization with less jobs, which are worst paid jobs, and a job which is much more flexible than before. Alors la situation est à peu près stabilisée, sauf qu'il y a moins d'emplois, que ce sont des emplois les plus mal payés et qu'il y a une grande précarité dans ces emplois, c'est des emplois dits flexibles. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas, monsieur, on vous attend au premier. Il est où, il est là? Dans la lumière, venez. Allez-y. Approchez-vous. Voilà, je voudrais d'abord le féliciter. Allez-y, vous faites. Si vous m'y autorisez. Je vous en prie, le micro est en marche. Dans la langue d'Homère. Voilà. Allez-y. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε καθαρά? Μια χαρά. Okay. Για να σας πω κάτι δικό μου, συγχαρητήρια για αυτή την ταινία που είδαμε σήμερα το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Je voulais lancer pour ce film qu'il a passé ce soir. Και αν μπορώ κάτι να κάνω τώρα στη συζήτηση για μετάφραση με ελληνικά, όμως απλά. Να μπορέσω να τα πω στα γαλλικά. Traduction, d'abord. Traduction. Allez-y, traduisez. Oui, pardon. Je viens de lui demander s'il avait besoin éventuellement d'un second traducteur
Ah oui, peut-être c'est mieux. Restez là, vous allez retraduire. Moi, je ne veux pas me mettre en avant. Non, mais allez. Si, non, mais allez-y, au contraire. Moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Άμα θες, συγγνώμη να το πούμε απλά, αν θες κάτι να πεις τώρα για μια ερώτηση, μια απάντηση, μπορώ να κάνω τη μετάφραση σε γαλλικά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι επιπλέον σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Il a rien à dire sur, pardon, il a rien à dire sur la question précédente. Il attend des questions. D'accord. Alors, d'autres questions dans la salle, ici. Est-ce que vous pouvez lui demander quelle vision il a, quelle opinion il a du mouvement des Gilets jaunes en France, comment c'est perçu là-bas? Merci. Η κοπέλα ρωτά πώς βλέπεις το τι συμβαίνει τώρα στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Για πες το πιο απλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το θεωρώ πολύ σε μεγάλη θετική έκπληξη. Il estime que, enfin, il voit ça d'un très bon œil et il estime que c'est quelque chose qui peut apporter du nouveau, enfin, vers le mieux. Πιστεύω ότι είναι η ελπίδα για το μέλλον. C'est une occasion pour l'avenir. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι να υπάρχει ένας διχασμός, μία σύγκρουση μεταξύ από τη μια μεριά του φιλελεύθερου, του liberal στρατοπέδου όπου ανήκει ο Μακρόν και από την άλλη μεριά της αναδυόμενης άκρας δεξιάς όπου ανήκει και ο Τραμπ και η Λεπέν. Τώρα με μπέρδεψες. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα αυτή τη στιγμή στη διεθνή πολιτική. En ce moment, il existe deux partis sur la scène politique actuelle. Μετά, το φιλελεύθερο όπου ανήκει η Χίλαρη Κλίντον και ο Μακρόν. La forme libéraliste de Macron et Posinipes y Merkel. Η Χίλαρη Κλίντον από τη Hillary Clinton, pardon. Et Macron, Emmanuel Macron. Και από την άλλη μεριά είναι άλλο στρατόπεδο όπου ανήκει ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μαρίν Λεπέν. Et en contrepoids, si je puis dire ça comme ça, il y a Marine Le Pen et Donald Trump. Mais το επίτευγμα, το θαύμα των κίτρινων γυλαίκων είναι πως έδειξαν ότι αυτά τα δύο στρατόπεδα είναι στην πραγματικότητα ένα. Alors, l'occasion des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont mis en avant le fait que ces deux places que je viens de citer ne sont qu'un. Μετά. Τα κίτρινα γυλαίκα έδειξαν πως η μεγάλη αντίθεση είναι από τη μια μεριά και η Λεπέν και ο Μακρόν και από την άλλη μεριά ο λαός που διαμαρτύρεται και διαδηλώνει. Et donc les Gilets jaunes ont mis en avant le fait que ces deux camps étaient équivalents en fait. Oui, non, c'est ce que j'ai dit précédemment, mais il vient de dire quelque chose qui fait la différence. Το τελευταίο που είπες τώρα, ότι το μεγάλο επίτευγμα των κίτρινων γυλαίκων είναι πως έδειξαν ότι Μακρόν και Λεπέν, Ντόναλντ Τραμπ και Χίλαρη Κλίντον είναι ένα. Αυτό το είπα, το καταλάβαμε στην αρχή. Αλλά κάτι είπες τώρα μετά, το τελευταίο. Και το τελευταίο είναι ότι τα κίτρινα γυλαίκα είναι η ελπίδα, είναι η επόμενη μέρα, είναι η λύση στα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Αυτό. Les gilets jaunes sont l'opportunité pour pallier à tous ces problèmes apportés par ces deux partis, enfin ces deux l'extrême droite et puis les gauches. Mais και μετά. Τίποτε άλλο, πιστεύω απλά ότι είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Il estime que c'est une superbe occasion. Est-ce qu'il pense que les élections européennes peuvent apporter quelque chose? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Ρωτάει η κοπέλα αν πιστεύεις ότι τώρα που θα
a ψηφίσουμε για το σύστημα το ευρωπαϊκό, κάτι θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Ça va rien changer. D'accord. D'autres questions dans la salle? Άλλη μια ερώτηση από εκεί. Η άποψή μου είναι, να συνεχίσω, η άποψή μου είναι Ah, il a quelque chose à dire. Περίμενε. Il a encore quelque chose à dire. Ναι, σ' ακούω. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε, το παραμικρό. C'est absolument rien qui va changer. Voilà. Τα προηγούμενα χρόνια οι πιο αντιλαϊκές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Que toutes ces précédentes années, tout a déjà été, pardon, toutes ces précédentes années, tout a été mis en place pour qu'on en arrive à un système comme celui-ci. Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη άποψη, λέγεται συχνά, ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο. Τώρα να μην το πάρουμε άσχημα, αν πω τώρα σε γαλλικά ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν είπα κάτι τέτοιο για Εβραίους. Είπα ότι λέγεται πως το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο. Δεν είπα για Εβραίους, είπα για Ευρωκοινοβούλιο. Πώς το λένε τώρα πιο απλά? European Parliament. Ah oui, le gouvernement européen ne peut plus rien faire au stade actuel. C'est ce qu'il estime comme utile. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, σε αντίθεση με αυτό που λέγεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν παίζει κανένα ρόλο, η άποψή μου είναι πως το Ευρωκοινοβούλιο παίζει ρόλο αρνητικό. Mais alors, donc, il est dit que le gouvernement européen, le Parlement européen ne peut rien faire, mais que c'est un leurre, qu'en fait il est tout à fait possible pour eux de faire la différence. Το Ευρωκοινοβούλιο έρχεται και νομιμοποιεί τις αρνητικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο απλά. Το Ευρωκοινοβούλιο, έρχεται και επισφραγίζει, νομιμοποιεί, εξοραίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Voilà, l'avenir de l'Europe, c'est quand même le gouvernement européen, je suis en train de dire. Le Parlement qui décide de tout ça. Voilà. Alors? On passe à une question suivante. Αυτή είναι η άποψή μου για τις ευρωεκλογές. Το καταλάβαμε. Τώρα θέλει να κάνει μια ερώτηση ο άνθρωπος εκεί πέρα. Bonsoir. Yeah. Bonsoir. Depuis le début de cette expérience, de cette triste expérience en Grèce, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution dans les prises de conscience des peuples? Je ne parle pas des États, on a vu le résultat, mais au niveau des peuples européens et voire plus largement dans le monde, là, une prise de conscience de ces causes et des conséquences. Αν πιστεύεις ότι το τι έπαθε η Ελλάδα, αν η Ευρώπη έχει καταλάβει πού καταβάλουμε, πού θα φτάσουμε, πώς να το πω τώρα, στα ελληνικά. Ναι. Αν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, όσοι είναι, 28, 27 μπορεί, αν έχουν καταλάβει κάτι με το τι έπαθε η Ελλάδα. Με τα λίγα λόγια αυτά είναι. Πιστεύω ότι αυτό που ξεκίνησε στην Ελλάδα, αργά αλλά σταθερά και με βεβαιότητα, θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Alors, ce qui s'est passé pour la Grèce, c'est ce qui est en train de se passer pour quasiment l'intégralité de l'Europe.
Και μιλάω για τα εξής. Μιλάω πρώτον για μειώσεις μισθών κάθε 2, 3 και 5 μήνες. Alors, il parle pour diverses choses, notamment le salaire mensuel qui sera remis en cause tous les 2-3 mois. Για ένα σαρωτικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Le principe de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la RDA avec la RFA, à la RDA et la RFA, qui est ensuite arrivé sur la Grèce, c'est-à-dire le rachat de tout ce qui est société, entreprise privée, publique, pardon, au public, au privé. Και πολλά ακόμα. Et beaucoup d'autres choses. Όλα αυτά έγιναν με αφορμή, με δικαιολογία την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Tout ça est arrivé avec la volonté du postulamento FMI. Όχι, δεν είπα για FMI, είπα για να πληρωθεί το δημόσιο χρέος. Tout ça s'est mis en place pour que la dette publique soit remboursée, enfin la dette du pays en l'occurrence. Η άποψή μου εμένα ήταν πως το ελληνικό χρέος δεν έπρεπε να πληρωθεί. Il estime que la dette grecque n'aurait pas dû être payée. Όταν το λέγαμε αυτό, όταν το έλεγα αυτό το 2015, μου έλεγαν «Μα θέλεις να χάσουν τα λεφτά τους οι Γάλλοι, οι Νορβηγοί και οι Ολλανδοί συνταξιούχοι?» Alors quand il disait ça en 2000, στο 2015, ναι. Quand il disait ça en 2015, on lui répondait mais est-ce que tu veux que les retraités français, norvégiens, enfin du nord de l'Europe perdent leur argent? T'avais ça tous. Αυτό που δεν έγινε κατανοητό ούτε τότε ούτε και σήμερα είναι πως τα λεφτά των Γάλλων συνταξιούχων δεν πάνε στους Έλληνες συνταξιούχους, πήγαν στην Deutsche Bank. Alors, il est évident que les retraites des Français ne vont pas à l'État grec, mais à la Deutsche Bank. Με τα λεφτά των Γάλλων εργαζομένων σώθηκε η Société Générale και η BNP Paribas. La BNP et la Société Générale ont été sauvées grâce à l'argent des travailleurs. Αυτό δεν έγινε κατανοητό. Οι Ευρωπαίοι πίστεψαν ότι με τα λεφτά τους γίνονται συντάξεις για τους Έλληνες. Alors, les Européens pensent que avec leur argent de travail, ça devient la retraite des Grecs. Τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας ήταν προγράμματα διάσωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών που είχαν επενδύσει στην Ελλάδα. Les programmes de sauvetage de la Grèce, c'était des programmes de sauvetage des banques grecques. Το ίδιο σε λιγότερο βαθμό έγινε και στην Ιρλανδία και στην Ισπανία και στην Κύπρο και στην Πορτογαλία. La même chose est arrivée donc à Chypre, Portugal, Ισπανία και μου είπε στο πρώτο Ιρλανδία. Irlande. Έβαλαν τους Ευρωπαίους φορολογούμενους να σώσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Έβαλαν τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Alors ils ont mis les Européens, ils ont imposé les Européens μετά να σώσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Les banques européennes. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο πιστεύω ότι ήταν υπόθεση όλων των Ευρωπαίων να μην πληρωθεί κανένα χρέος προς τις τράπεζες. C'est une opportunité pour ne pas payer de prêts aux banques. Ευχαριστώ, τίποτε άλλο. Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη που δεν τα λέω και τόσο καλά.
Donc il vous remercie. Enfin, il espère avoir répondu à votre question. Je propose, pour remercier Léonidas, que nous éclairons la salle et je vais présenter à la webcam la salle et on va lui faire un petit coucou pour le remercier. Hein? So he suggests that we put the light on so that you can see us, and we say goodbye, and we want to say thank you for participating in spite of the late hour. Thank you very much. Hopefully you can see us. Vous pouvez vous retourner vers moi et lui faire un petit coucou si vous voulez. And thank you very much. Thank you. Bye bye. And hopefully things will get better. Goodbye. Goodbye, thank you very much. Thank you very much. Voilà, on a fini, mais comme d'habitude, on a toujours notre petit supplément d'âme avec notre ami Dany, le slam en rose, qui va nous offrir sa prose. Je te tiens le micro, si tu veux. Oh, ça va aller, je pense. Ça va ? Ça devrait aller. Bon, j'ai deux choses. Là, j'ai un petit slam que j'avais écrit en 2011, en décembre 2011, sur la Grèce. Donc je vais vous lire, puis après je vous lirai ce que j'ai écrit suite à quand j'ai entendu Bernard Friot. Dégraissage en Grèce pour engraisser la finance. Ouvrez vos antennes. Antennes, Athènes, les Athéniens s'éteignirent. Coup d'état financier en Grèce, Grèce, étranglés. Tirez les premiers, messieurs les financiers. Répétition générale, générale, avant la première, à qui le tour? Ils pleurent, meurent dans leur tour. Ils s'en balancent, balance financière avant tout, avant nous. L'écu, les écus, toujours plus de capitaux, Capitole, paye la dette pas juste, crise hellénique, vous pouvez le décomposer, hellénique, crise, hélicrise, oui, l'huile essentielle contre les coûts, les corps fous d'argent de capital, gavés par les marchands, marchés financiers, toujours plus, citron pressé, jus amer, hégémonie, le pirate à venir, embarqué pour Cythère ou Jéricho avec un G, c'est trompette, abattent les murs de Jéricho. Il n'y avait pas encore le trompe à l'époque là, mais bon. Puis l'affaire. Après, je sais plus où j'en suis. Ah oui, c'est une petite parenthèse de ça, culturelle. Jéricho, peintre, sur son radeau de la méduse, médusé, abusé, pour des thunes, amères thunes, obnubilées par les actions, apparence, système épuisé, prendre encore, amer risque, Amérique, Europe, interloqué, à double tour. À qui le tour? Financier, gâteau, il aime cuit, petits oiseaux, quelques miettes, miettes, recettes, galettes. Trop gavés de leur gâteau, ils sauront que les actions, c'est avec le cœur qu'elles se font. Des investissements, désinvestis d'humanité, perdu la liberté. Aimer, dire oui aux milliards d'humains qui tendent les mains, investir en confiance, en conscience, pour l'autre âge, le partage.